Dans la nuit du 26 au 27 décembre 1969, sur la côte de la mer Rouge en Égypte, une opération militaire allait marquer l'histoire du renseignement pendant la guerre froide. Des commandos israéliens pénètrent en territoire ennemi, neutralisent la sécurité égyptienne et réalisent l'impensable, voler un système radar soviétique P-12 de 7 tonnes en plein cœur du conflit de la guerre d'usure. Cette opération, baptisée Rooster 53, allait humilier le KGB et bouleverser l'équilibre des forces aériennes au Moyen-Orient. Comment Israël a-t-il réussi cet exploit audacieux? Quelles conséquences cette opération a-t-elle eues sur la guerre froide? Voici l'histoire véritable d'un des coups de maître du renseignement militaire. Entre 1967 et 1970, le canal de Suez devient le théâtre d'un conflit d'usure impitoyable. Après la guerre des 6 jours de juin 1967, Israël contrôle la péninsule du Sinaï et établit une ligne de défense le long du canal. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser refuse d'accepter cette défaite. En mars 1969, il lance officiellement la guerre d'usure, un conflit destiné à rendre la présence israélienne aussi coûteuse que possible. Les échanges d'artillerie se multiplient quotidiennement, des raids aériens frappent les positions des deux camps. L'Égypte cherche à épuiser militairement et économiquement Israël. L'Union soviétique devient le principal soutien du Caire. Moscou fournit des chars T-55 et T-62, des avions de combat MiG-21, des missiles sol-air et surtout des systèmes de défense antiaérienne ultramodernes. Des milliers de conseillers militaires soviétiques arrivent en Égypte pour former les troupes égyptiennes. Parmi cet arsenal, les systèmes de missiles SA-2 Guideline et les radars de détection précoce P-10 et P-12 transforment la région en zone de haute technologie militaire. Pour Israël, la supériorité aérienne représente un avantage stratégique vital. L'armée de l'air israélienne, la Heil HaAvir, assure la défense du territoire et mène des frappes de précision contre les positions égyptiennes. Durant la guerre des 6 jours, Israël avait capturé plusieurs équipements soviétiques, notamment des systèmes radars P-10. Les services de renseignement militaire israéliens, l'Aman, comprennent rapidement la menace. Sans connaissance précise des caractéristiques techniques du P-12, impossible de développer des contre-mesures adaptées. La domination aérienne israélienne, pierre angulaire de sa stratégie défensive, est menacée. Le 24 septembre 1969, un raid blindé israélien, utilisant des chars soviétiques capturés, pénètre profondément en territoire égyptien et détruit plusieurs installations de défense aérienne près de Ras Abu Darag. Quelques semaines plus tard, ces mêmes positions reviennent en activité avec une configuration différente et beaucoup plus difficile à neutraliser. Si vous êtes fasciné par les opérations de renseignement militaire, écrivez Rooster dans les commentaires et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres opérations historiques incroyables. En octobre 1969, l'état-major israélien intensifie les vols de reconnaissance photographique au-dessus de la côte égyptienne de la mer Rouge. Les analystes du renseignement scrutent chaque cliché à la recherche du nouveau radar. Les photographies aériennes révèlent des dizaines de sites potentiels, mais identifier le véritable emplacement du P-12 parmi les leurs représente un défi majeur. L'Égypte, conseillée par les soviétiques, déploie de faux radars et des installations factices pour tromper les services israéliens. Le 24 octobre, l'armée de l'air israélienne bombarde un site radar suspect près du canal. Pourtant, la situation opérationnelle ne change pas. Les avions israéliens continuent d'être détectés prématurément. L'état-major en déduit que la cible détruite était un leurre. Le 22 décembre 1969, un jeune spécialiste de reconnaissance photographique nommé Rami Shalev examine des clichés récents de la zone côtière de Ras Gareb, à environ 6 km au sud d'une installation pétrolière de la Gulf Oil Company. Sur les images, il remarque ce qui ressemble à 2 tentes bédouines isolées dans le désert, à proximité de la plage. Ces structures semblent anodines, typiques de la région. Cependant, Shalev possède une expertise particulière dans l'identification de camouflage militaire. Il compare les clichés avec des photographies antérieures et détecte des détails troublants. Les ombres projetées ne correspondent pas à des tentes ordinaires. La disposition des structures suggère une organisation militaire méthodique. Les services de renseignement lancent immédiatement une surveillance électronique ciblée. Des avions équipés de capteurs ELINT survolent discrètement la zone. Les résultats sont sans équivoque. Le site émet des signaux radars dans la bande VHF caractéristique du P-12. Le camouflage est sophistiqué.
Aucune route pavée ne mène au site. Les mouvements de personnel sont minimaux. Aucun système de défense antiaérienne visible ne protège l'installation. Les Égyptiens ont créé l'illusion parfaite d'un site factice pour dissuader toute attaque. Cette stratégie de désinformation repose sur un pari. Après l'échec du bombardement d'octobre, les Israéliens ne frapperont pas un site ressemblant à un nouveau leur. L'état-major israélien se réunit pour analyser les options. Une frappe aérienne détruirait le radar, certes, mais n'apporterait aucune information technique permettant de développer des contre-mesures pour les autres P-12 déployés le long du canal. Le général David El-Hazar, chef d'état-major adjoint, propose une alternative audacieuse: capturer le radar intact et l'extraire vers Israël. Cette suggestion semble initialement irréaliste. Comment transporter un système de 7 tonnes depuis un site situé à plus de 200 km en territoire ennemi? Les hélicoptères CH-53 Yazour, nouvellement acquis auprès de Sikorsky, viennent tout juste d'arriver en Israël. Ces appareils, les plus puissants de l'arsenal israélien, peuvent théoriquement soulever jusqu'à 9 tonnes de charge externe. Le chef des opérations spéciales, le colonel Matan Vilnaï, développe rapidement un plan tactique. L'opération nécessitera une coordination parfaite entre l'armée de l'air, les forces parachutistes et les spécialistes du renseignement électronique. La 35e brigade de parachutistes sera chargée de sécuriser le site. Les commandos devront neutraliser la sécurité égyptienne, démonter les composants du radar et préparer les pièces pour l'extraction par hélicoptère. Des frappes aériennes de diversion masqueront le bruit des rotors. L'opération doit se dérouler de nuit pour minimiser le risque de détection. Le timing est critique. Chaque minute passée sur le terrain augmente la probabilité d'une réaction égyptienne massive. Le 24 octobre, la planification officielle débute. L'opération reçoit le nom de code Rooster 53, un nom dont l'origine demeure controversée, mais possiblement liée au numéro de série ou à l'indicatif radio utilisé. Les parachutistes s'entraînent avec un radar P-10 capturé en 1967, similaire au P-12 mais moins avancé. Ils répètent inlassablement les procédures de démontage, chronométrant chaque action. Les mécaniciens aéronautiques calculent précisément les charges que les CH-53 peuvent transporter sans compromettre leur sécurité. Les pilotes d'hélicoptères étudient les cartes topographiques, planifiant des routes d'approche en vol rasant pour éviter les radars égyptiens restants. Le lieutenant-colonel Arié Sidon, commandant du 50e bataillon Nahal de la brigade de parachutistes, prend la direction tactique de la force d'assaut. Son adjoint, Doron Rubin, supervisera les opérations sur terre. Les jours précédant Noël 1969 voient une activité fébrile dans plusieurs bases militaires israéliennes. À la base aérienne de Tel Nof, les pilotes des CH-53 Yasour effectuent des simulations de vol nocturne avec des charges lourdes suspendues. Ces hélicoptères américains Sikorsky, livrés seulement quelques mois auparavant, représentent une capacité totalement nouvelle pour Israël. Avec leurs 2 moteurs General Electric T64, développant chacun 3925 chevaux, les CH-53 peuvent théoriquement transporter des charges considérables. Cependant, les conditions réelles d'une mission de combat en territoire ennemi imposent des contraintes supplémentaires. Le carburant nécessaire pour un vol aller-retour de plus de 400 km réduit la charge utile disponible. Les pilotes testent différentes configurations d'élingues et de sangles pour sécuriser des charges de formes irrégulières. Simultanément, la 35e brigade de parachutistes se prépare dans le plus grand secret. Le lieutenant-colonel Arié Sidon sélectionne personnellement les hommes qui participeront à la mission. Il choisit des soldats ayant déjà participé à des raids en profondeur en territoire ennemi. L'unité d'élite Sayarat Tsananim, spécialisée dans les opérations de reconnaissance parachutiste, fournit plusieurs équipes. Ces commandos possèdent une expertise dans le combat nocturne, l'infiltration silencieuse et la neutralisation rapide d'objectifs. Chaque homme reçoit un briefing détaillé avec photographies aériennes du site cible. Il mémorise la disposition exacte des tentes, la position probable des gardes égyptiens et les routes d'approche. L'entraînement se déroule dans une zone isolée du Negev, reproduisant les conditions du site de Ras Gareb. Les ingénieurs israéliens construisent une réplique approximative du radar P-12 en utilisant les informations disponibles sur le P-10. Les parachutistes répètent le démontage complet du système, identifiant les boulons critiques, les connexions électriques et les points de levage optimaux. Initialement, le démontage prend plus de 2 heures. Après plusieurs jours d'entraînement intensif, les équipes parviennent à réduire ce temps à moins d'1 heure. Chaque homme connaît précisément sa tâche. Certains sécuriseront le périmètre, d'autres neutraliseront les gardes.
Une équipe technique, comprenant des spécialistes du génie et des experts en guerre électronique, se concentrera sur le démontage du radar. Des médecins militaires accompagneront le groupe pour traiter d'éventuelles blessures. Cette opération représente l'une des missions les plus audacieuses de l'histoire militaire moderne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment tout s'est déroulé et les conséquences inattendues de cette opération. Le plan opérationnel final prévoit 3 phases distinctes. Phase 1, insertion. 3 hélicoptères Super Frelon SA-321, fabriqués par Aérospatiale et capables de transporter 27 soldats équipés, déposeront les parachutistes à environ 6 km à l'ouest du site radar. Cette distance permettra une approche discrète à pied, réduisant le risque de détection acoustique prématurée. Les Super Frelons voleront à très basse altitude, profitant du relief côtier pour éviter les radars égyptiens restants. Phase 2, assaut et démontage. Les commandos progresseront silencieusement vers l'objectif, neutraliseront la sécurité égyptienne et sécuriseront le périmètre. L'équipe technique démontera immédiatement le radar, pendant que les autres soldats établiront un périmètre défensif. Phase 3, extraction. Une fois le radar démonté et préparé, les 2 CH-53 Yassour franchiront la mer Rouge depuis le Sinaï israélien, récupéreront les composants et retourneront en territoire ami. Le timing de l'opération est méticuleusement calculé. Le départ est fixé à 21h le 26 décembre. Les attaques aériennes de diversion débuteront à 21h15 le long du canal de Suez et de la côte de la mer Rouge. Les Super Frelons atteindront la zone d'insertion à 22h30. L'assaut commencera vers 23h. Le démontage devrait être terminé vers 1h le 27 décembre. Les CH-53 arriveront à 2h. L'extraction complète devrait être achevée avant 3h, minimisant ainsi l'exposition aux premières lueurs de l'aube. Chaque minute de retard augmentera exponentiellement le danger. Les forces égyptiennes, une fois alertées, pourront mobiliser rapidement des renforts depuis les bases militaires situées à moins de 50 km. Les pilotes d'A4 Skyhawk et de F4 Phantom reçoivent leurs ordres de mission de diversion. Ils frapperont des positions égyptiennes le long du canal et de la mer Rouge, créant un bruit de fond intense qui masquera le vrombissement des hélicoptères. Ces frappes serviront également à fixer l'attention des commandements égyptiens loin de Ras Gareb. Les cibles incluent des batteries anti-aériennes, des dépôts de munitions et des positions d'artillerie. L'aviation israélienne effectue régulièrement de telles frappes, donc cette activité ne paraîtra pas suspecte. Les Égyptiens ne réaliseront pas immédiatement que ces attaques constituent une diversion. Le 26 décembre matin, tous les éléments sont en place. Les hommes vérifient une dernière fois leur équipement. Les hélicoptères sont ravitaillés et inspectés méticuleusement. Les conditions météorologiques sont favorables. Ciel dégagé, visibilité excellente, vent faible. La Lune est dans son premier quartier, offrant juste assez de lumière pour la navigation nocturne sans compromettre la discrétion. À 19h, Arié Sidon réunit ses hommes. Le briefing final, Opération Rooster 53, est lancé. À 21h précise, le 26 décembre 1969, les moteurs des 3 Super Frelons rugissent sur le tarmac de la base israélienne dans le Sinaï. Les rotors accélèrent progressivement jusqu'à atteindre leur vitesse optimale. À l'intérieur des cabines, les parachutistes de la 35e brigade vérifient une dernière fois leurs armes et leur équipement. Certains portent des fusils d'assaut FN-FAL, d'autres des Uzi. Des lance-roquettes RPG-7 capturés et des grenades complètent l'arsenal. Les visages sont noircis au cirage pour réduire leur visibilité nocturne. À 21h15, exactement comme prévu, les premiers A4 Skyhawk décollent et se dirigent vers leur cible le long du canal de Suez. Les F4 Phantom 2 suivent, leur réacteur General Electric J79 déchirant le silence de la nuit égyptienne. Les explosions commencent à illuminer l'horizon occidental. Les bombes Mark 82 de 500 livres frappent les positions égyptiennes avec précision. Les batteries anti-aériennes SA-2 Guideline tentent de riposter, leurs missiles laissant des traînées lumineuses dans le ciel nocturne. Les pilotes israéliens exécutent des manœuvres évasives, larguant des fusées éclairantes et des paillettes pour tromper les systèmes de guidage. Le bruit est assourdissant, exactement ce que recherchent les planificateurs de l'opération. Sous le couvert de ce chaos orchestré, les 3 Super Frelons franchissent la mer Rouge en formation serrée, volant à moins de 50 mètres au-dessus des vagues. Les pilotes utilisent leurs jumelles de vision nocturne pour naviguer dans l'obscurité relative. La traversée dure 15 minutes. À 22h30, les hélicoptères atteignent la côte égyptienne et se posent dans le désert, 6 km à l'ouest de Ras Gareb. Les portes latérales s'ouvrent simultanément.
Les parachutistes débarquent rapidement et se dispersent en formation tactique. Les super-frelons redécollent immédiatement et retournent vers le Sinaï où ils attendront l'appel d'extraction des troupes. Le silence du désert contraste violemment avec le fracas des bombardements se poursuivant au loin. Le lieutenant-colonel Arié Sidon organise rapidement ses hommes en 3 groupes opérationnels. L'équipe Moti a pour mission de détruire ou neutraliser tout bunker ou position fortifiée. L'équipe Israël assaillera la zone des tentes principales où se trouvent probablement les opérateurs radars égyptiens. L'équipe Néhémia sécurisera le générateur électrique et les véhicules de transport. La progression vers l'objectif débute à 23 heures. Les commandos avancent en silence complet, utilisant le terrain pour se camoufler. Le désert égyptien près de la mer Rouge est relativement plat, parsemé de quelques rochers et de dunes basses. La température nocturne est fraîche, environ 15 degrés Celsius. Le ciel étoilé offre une visibilité suffisante pour naviguer sans lampe. À 400 mètres du site, Sidon ordonne à ses hommes de se mettre à plat ventre et de ramper. Le bruit d'un générateur diesel devient audible. Ce vrombissement mécanique couvre partiellement les légers bruits de leur approche. À 200 mètres, les commandos distinguent clairement les silhouettes des 2 grandes structures camouflées et le mât d'antenne caractéristique du P-12. 2 gardes égyptiens patrouillent nonchalamment près de l'antenne. Ils ne s'attendent manifestement pas à une attaque terrestre. Leur attention est probablement focalisée sur les bombardements aériens se déroulant au nord le long du canal. Les parachutistes se rapprochent encore, mètre par mètre. À 50 mètres, l'un des gardes égyptiens entend quelque chose et se retourne brusquement. Il aperçoit des formes dans l'obscurité et crie un avertissement en arabe. Instantanément, les commandos israéliens ouvrent le feu. Les rafales d'armes automatiques percent la nuit. Les 2 gardes sont neutralisés en quelques secondes. 2 autres soldats égyptiens sortent précipitamment d'une tente et sont immédiatement abattus. 4 gardes supplémentaires se rendent sans résistance, levant les mains. 3 soldats égyptiens parviennent à s'échapper dans l'obscurité du désert, disparaissant avant que les Israéliens ne puissent les capturer. Un parachutiste israélien est légèrement blessé par des éclats lors de l'échange de tirs initial. En moins de 3 minutes, le site est entièrement sous contrôle israélien. Les équipes établissent immédiatement un périmètre défensif, anticipant une possible contre-attaque égyptienne. Cependant, le site est suffisamment isolé et les combats au canal suffisamment intenses pour que les Égyptiens ne réalisent pas immédiatement ce qui se passe à Ras Gareb. L'équipe technique, dirigée par des ingénieurs militaires et des spécialistes en guerre électronique, commence le démontage du P-12. Ils découvrent rapidement que certains outils préparés pour le P-10 ne correspondent pas exactement au P-12. Les boulons ont des dimensions légèrement différentes. Les connexions électriques sont plus complexes. Le démontage prend plus de temps que prévu. Pendant ce temps, un officier du renseignement électronique fouille méthodiquement les cabines de contrôle du radar. Il découvre des manuels techniques soviétiques complets, des schémas de câblage, des journaux d'opération et des documents de maintenance. Ces documents représentent une mine d'informations inestimable. À 2 heures du matin le 27 décembre, après 3 heures de travail intense, le radar est démonté. Les composants principaux sont séparés en 2 charges, la caravane de communication avec l'antenne radar d'un côté, pesant environ 4 tonnes, et l'unité radar principale de l'autre, pesant également 4 tonnes. Les spécialistes fixent des élingues et des sangles robustes autour de chaque composant. Sidon envoie le signal radio codé au CH-53 Yazour qui attendent de l'autre côté de la mer Rouge. Les 2 hélicoptères décollent immédiatement et traversent les 40 km de mer en vol rasant. À 2h30, les CH-53 arrivent au-dessus du site de Ras Gareb. Leur rotor soulève des nuages de poussière et de sable. Le premier hélicoptère se positionne au-dessus de la caravane de communication. L'équipement abaisse les câbles de levage, les commandos au sol accrochent la charge. Le CH-53 augmente progressivement la puissance des moteurs. La caravane se lève sans difficulté majeure. L'hélicoptère prend de l'altitude et met cap vers l'est. Le deuxième CH-53 se positionne au-dessus de l'unité radar principale, la pièce la plus lourde. Les câbles sont accrochés, le pilote augmente la puissance. L'hélicoptère vibre intensément sous l'effort. Soudain, un système hydraulique cède partiellement sous la charge excessive. Le CH-53 perd de l'altitude dangereusement. Le pilote, faisant preuve d'un sang-froid remarquable, parvient à franchir la ligne côtière et atteint le territoire du Sinaï contrôlé par Israël. Avec les dernières gouttes de pression hydraulique, il pose le radar et atterrit juste à côté.
évitant de justesse le crash. Le premier CH-53, ayant déjà livré sa charge plus légère, reçoit l'ordre d'immédiatement recueillir le radar abandonné. Il effectue un deuxième voyage et, malgré la charge excessive qui fait à nouveau vibrer dangereusement la structure, parvient à transporter l'unité radar jusqu'au point de collecte désigné où des spécialistes de renseignement attendent. Sur le site de Ras Gareb, les super frelons reviennent chercher les parachutistes et les 4 prisonniers égyptiens. À 3h30, tous les soldats israéliens sont en sécurité en territoire ami. L'opération Rooster 53 est un total succès. Aucun soldat israélien n'a été tué, un seul légèrement blessé. Côté égyptien, 2 gardes ont laissé la vie et 4 sont faits prisonniers. Le radar P-12 complètement intact avec toute sa documentation technique est désormais aux mains d'Israël. Le 27 décembre au matin, les analystes du renseignement militaire israélien commencent l'examen approfondi du radar P-12 capturé. Le système est transporté dans une installation sécurisée où des ingénieurs électroniciens, des spécialistes en guerre électronique et des experts en technologie soviétique se mettent au travail. Ils démontent chaque composant, photographient chaque circuit, mesurent chaque fréquence. Les manuels techniques soviétiques découverts sur le site fournissent des informations détaillées sur les capacités opérationnelles du système, ses fréquences de fonctionnement précises, ses modes anti-brouillage et ses vulnérabilités potentielles. En quelques jours, l'équipe israélienne comprend parfaitement le fonctionnement du P-12. Cette connaissance permet de développer rapidement des contre-mesures électroniques spécifiques. Les données sont immédiatement partagées avec les États-Unis, principal allié d'Israël. Les experts américains de la NSA et du Pentagone reçoivent des informations techniques complètes. Le P-12 représente un exemple parfait de technologie radar soviétique de 2e génération, utilisée non seulement par l'Égypte, mais également par la Syrie, l'Irak, le Vietnam du Nord et d'autres alliés du bloc communiste. Les informations obtenues permettent aux États-Unis d'améliorer leur propre système de guerre électronique utilisé au Vietnam et ailleurs. La valeur stratégique de cette opération dépasse largement le cadre du conflit israélo-égyptien. Elle s'inscrit dans le contexte plus large de la confrontation technologique entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Du côté égyptien, la réaction est initialement confuse. Le 27 décembre, les autorités militaires égyptiennes constatent la disparition mystérieuse du radar de Ras Gareb. Les 3 soldats ayant réussi à s'échapper racontent l'attaque nocturne, mais leur récit semble presque incroyable. Des commandos israéliens ont volé un radar de 7 tonnes en pleine nuit. Le commandement égyptien tente dans un premier temps de minimiser l'incident et de le garder secret. Cependant, le gouvernement israélien, conscient de l'impact psychologique potentiel, décide de rendre l'opération publique. Le 3 janvier 1970, des journaux européens publient l'histoire avec des caricatures représentant des hélicoptères israéliens volant au-dessus des pyramides égyptiennes. L'humiliation est totale pour le Caire. À Moscou, la réaction du KGB et du ministère soviétique de la Défense est furieuse. Les conseillers militaires soviétiques en Égypte sont vertement critiqués pour leur négligence. Comment ont-ils pu permettre qu'un système technologique aussi sensible tombe aux mains des Israéliens et, par extension, des Américains ? Les dirigeants soviétiques menacent initialement de cesser toute livraison d'armement à l'Égypte. Cependant, les considérations géopolitiques de la guerre froide l'emportent rapidement. L'Union soviétique ne peut se permettre de perdre son influence au Moyen-Orient. En quelques semaines, Moscou reprend ses livraisons d'armes, cette fois avec des instructions de sécurité renforcées. L'opération Rooster 53 marque un tournant dans la guerre d'usure. Les pilotes israéliens, armés de nouvelles contre-mesures électroniques développées grâce aux informations du P-12 capturé, retrouvent leur supériorité opérationnelle dans les cieux égyptiens. Les raids aériens profonds en territoire égyptien reprennent avec une efficacité accrue. En janvier 1970, l'aviation israélienne lance l'opération Priha, des bombardements intensifs contre des cibles militaires à l'intérieur même de l'Égypte, incluant la périphérie du Caire. Ces frappes humiliantes forcent le président Nasser à demander une assistance soviétique encore plus importante. Moscou répond en déployant des pilotes soviétiques et des batteries de missiles SA-3 plus modernes, escaladant dangereusement le conflit. Sur le plan technique, l'analyse du P-12 révèle plusieurs vulnérabilités exploitables. Bien que le radar opère dans la bande VHF, relativement résistante au brouillage, ces systèmes anti-brouillage présentent des failles spécifiques. Les ingénieurs israéliens développent des brouilleurs capables de saturer les circuits de réception avec du bruit blanc calibré sur les fréquences précises du P-12. Ils conçoivent également des tactiques d'approche en vol rasant, exploitant les angles morts du radar.
particulièrement à basse altitude où la courbure de la Terre et les interférences du sol limitent la détection. Ces techniques seront utilisées avec succès pendant des décennies dans de futurs conflits. L'impact psychologique de l'opération dépasse largement son importance militaire immédiate. Pour Israël, Rooster 53 démontre la capacité de ses forces spéciales à mener des opérations audacieuses en profondeur en territoire ennemi. Cette réputation dissuasive contribue à la sécurité nationale israélienne. Pour l'Égypte et ses alliés arabes, l'incident illustre douloureusement la supériorité opérationnelle israélienne. Pour l'Union soviétique, c'est un rappel embarrassant que son équipement militaire, même le plus moderne, n'est pas invulnérable face à un adversaire déterminé et ingénieux. Les documents techniques et manuels capturés révèlent également aux Américains des détails sur les procédures opérationnelles soviétiques, les protocoles de communication et les méthodes de formation des opérateurs. Au fil des décennies suivantes, l'histoire de l'opération Rooster 53 devient une légende dans les milieux de l'intelligence militaire internationale. Elle est étudiée dans les académies militaires comme un exemple parfait de planification opérationnelle, de coordination interarmes et d'audace stratégique. L'opération inspire de nombreuses missions similaires menées par d'autres nations. En 1982, lors de l'opération Paix en Galilée au Liban, Israël utilise des tactiques similaires pour capturer ou détruire des systèmes de défense aériens syriens s'appuyant sur l'expérience acquise 13 ans plus tôt. Le CH-53 Yassour, qui a failli s'écraser lors de l'extraction du radar, est réparé et continue à servir dans l'armée de l'air israélienne pendant des décennies. Un symbole volant de cette nuit extraordinaire de décembre 1969. Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'opération, les détails précis restent partiellement classifiés par les gouvernements israéliens et américains. Cependant, les grandes lignes sont connues et documentées par les historiens militaires. L'opération Rooster 53 reste une des réussites les plus spectaculaires de l'intelligence militaire israélienne pendant la guerre froide, un moment où ingéniosité, courage et planification minutieuse ont permis de changer l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Vous venez de découvrir l'une des opérations de renseignement les plus audacieuses de l'histoire moderne. Cette mission a changé le cours de la guerre d'usure et humilié les superpuissances mondiales. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous d'autres opérations militaires aussi audacieuses? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes passionné par l'histoire militaire et les opérations secrètes, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun de nos documentaires. Des dizaines d'histoires fascinantes vous attendent.